La mort inévitable de Boruto annoncée par Kashin Koji. La tristesse de sa future femme Sarada qui va éveiller les capacités de son Mangekyo Sharingan. Le plan diabolique du 8e Hokage Shikamaru Nara, le stratège ultime. En effet, contrairement à son prédécesseur Naruto Uzumaki, Shikamaru est un anti-héros qui est prêt à tout pour atteindre à nouveau un futur paisible. Quitte à utiliser des méthodes inhumaines, Konohamaru sympathise avec les Shinju, apprivoise-les pendant qu'ils sont encore jeunes et innocents. Et ensuite, trahit-les. Tel est le stratagème fourbe de Shikamaru. Un perso exceptionnel dans tout Blue Vortex, qui nous montre le contraste entre sa vision d'Hokage basée sur la logique, tandis que Naruto se basait beaucoup sur les émotions. De l'autre côté, le fils adoptif de Naruto, Kawaki Uzumaki, va attaquer Amado sans pitié afin de l'obliger à lui enlever ses limiteurs, pour qu'il puisse débloquer sa nouvelle puissance cachée, qui va lui permettre de devenir l'homme qu'on surnomme l'apôtre de la destruction. Bref les amis, chapitre 17 de Boruto to Blue Vortex marque le début d'un nouvel arc qui s'annonce très prometteur. Je lui mets un bon 7,5 sur 10. C'est vrai, il se passe pas beaucoup de choses. Par contre, ça pose les bases. Et ça nous prend contre-pied, parce qu'on s'attendait à des combats entre la Team 7 contre les Shinju. Mais finalement, on a d'abord une première phase d'affrontement basée sur la stratégie et la psychologie. Et c'est ça qui est lourd dans Boruto. On a de bons chapitres, même quand il n'y a pas de fight. Et les amis, je vous le dis, cette année 2025, on aura de très bonnes nouvelles sur Boruto, ainsi que la licence Naruto. Comme par exemple, le retour de l'anime. Mais bref, j'en dis pas plus. Mais bon, quel est le destin funeste qu'attend Boruto? Quelle est la puissance cachée de Kawaki? Le plan diabolique de Shikamaru va-t-il échouer? Et enfin, Sarada va-t-elle éveiller son Mangekyo Sharingan dans la suite de l'histoire? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors oui les amis, j'ai tardé pour faire cette review. On peut le dire, j'ai quasiment un mois de retard. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et en fait, plus sérieusement, ce début d'année 2025, j'avais beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, bonne année à tous et merci pour votre soutien sur l'année 2024. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour l'année 2025 et j'espère que vous allez continuer de me soutenir. Il y a intérêt, sinon on va écrire vos noms dans mon Death Note. Je vous détaillerai le programme de vidéo une prochaine fois. Mais les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année 2025, je vais reprendre l'émission en tant que développeur informatique. Du coup, j'aurai quand même une année vraiment chargée. Je vais faire mon possible pour sortir 1 à 2 vidéos sur la chaîne principale tous les mois et 1 à 2 vidéos sur la chaîne secondaire aussi. Donc par exemple, il y aura au moins la review mensuelle de Boruto tous les mois sur cette chaîne. Ça par contre, soyez rassurés, vous l'aurez toujours. Donc, éclatez ce foutu bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et bien sûr, voici la question du jour. Est-ce que vous préférez une vidéo sur le couple Boruto-Sarada ou une vidéo sur les capacités du Mangekyo Sharingan de Sarada? Bon visionnage à tous et régalez-vous. Sarada va enfin dévoiler les pouvoirs de son Mangekyo Sharingan. Tu pourrais essayer de réfléchir un peu à ce que ressent Boruto. Il y a parfois des choses que l'on ne peut pas dire, même si on en a envie. Cette souffrance l'as-tu déjà prise en considération? Sarada est toujours troublée par ce que lui avait dit Sumire. Comme quoi elle a négligé ce qu'elle ressentait. Elle savait que Sumire était amoureuse de Boruto. Elle lui avait fait confiance et s'était confiée à elle. Mais malgré ça, c'est Sarada qui a pris Boruto dans ses bras, alors que Sumire était juste à côté. Mais le pire dans tout ça, c'est que même en pleine mission, Sarada est toujours tourmentée par cette dispute. Et Mitsuki, qui connaît très bien sa camarade de toujours, va remarquer que ça ne va pas. Et les amis, je vous le dis, la déconcentration de Sarada peut tout faire foirer. La mission peut échouer à cause d'elle. Par contre, elle peut être aussi l'élément crucial pour vaincre les Shinju. Parce que actuellement, elle est émotionnellement instable. Et qui dit Uchiwa instable émotionnellement, dit éveil du Mangekyo Sharingan. Bien sûr, Sarada l'a déjà activé auparavant, mais je pense qu'elle n'en a pas conscience. Un peu comme la première fois quand Kakashi a éveillé son Mangekyo. C'était à la mort de Rin lorsqu'il était petit. Mais ensuite, il a réactivé son Mangekyo et l'a maîtrisé des années plus tard dans Shippuden. Et avec Sarada, ça sera similaire. Elle va activer à nouveau son Mangekyo et va enfin découvrir ses pouvoirs. Et dites-vous qu'un Mangekyo, ça change absolument tout. Parce que ce qui compte dans Boruto et Naruto, ce n'est pas que la puissance brute, mais aussi tes différentes capacités. Par exemple, Obito était surcheaté avec son Mangekyo, car c'était super compliqué de le toucher. Et là, avec Sarada, je vous préviens, on va avoir un pouvoir overpowered. Et personne n'est prêt à ça. Ah oui, sinon, comme je vous l'avais démontré dans ma dernière review, Sumire et Sarada sont amoureuses de Boruto. Et oui, bien sûr, j'ai vu que certains fans n'étaient pas du tout fans du thème de l'amour et disent que Boruto est en train de devenir un shoujo. Mais les amis, tranquille, le thème de l'amour et la haine a toujours été central, même dans Naruto. La différence, c'est que dans Naruto, on était plus focus sur la haine, comme le parcours du deux antagonistes Sasuke Uchiwa, qui a sombré de plus en plus dans la haine et la vengeance. Mais dans Boruto, on est plutôt focalisé sur l'amour, et ça aborde tout type d'amour. Et à quel point un amour mal géré peut être destructeur. Comme on voit l'amour qu'a Kawaki pour Naruto,
Yodo qui est obsessif et obsessionnel. Et ça le mène à faire des actes horribles. Mais dans le cas de Sarada, elle a un amour sincère et authentique envers Boruto. Et c'est ça qui l'a conduit à éveiller son Mangekyou Sharingan pour la première fois. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, les Shinju et leurs cibles représentent les différents types d'amour. Les amis, écoutez, c'est très intéressant. Pour Hidari, c'est l'amour familial. L'amour de Sasuke envers sa fille Sarada. D'un parent envers son enfant. Pour Ryu, le Shinju de Shinki, c'est différent. Ou plutôt, c'est l'inverse. C'est l'amour du fils Shinki envers son père adoptif Gaara. Pour Mamushi, le Shinju de Bug, c'est l'amour obsessionnel ou l'amour à sens unique à cause du pouvoir de séduction d'Aida. Et enfin, pour Matsuri, c'est l'amour romantique. Vu que, comme on va le voir plus tard, Moegi est amoureuse de Konohamaru. C'est Boruto lui-même qui a posé ce crapaud ici. C'est ce que disent les arbres. Il n'y a aucun doute. Boruto était ici. Ryu et Matsuri tombent sur le crapaud de Kashin Koji. Et on apprend que Matsuri a une capacité sensorielle qui lui permet de communiquer avec les arbres afin d'avoir des informations secrètes. Et même en plein désert, elle peut obtenir des infos grâce aux arbres qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Et ça rappelle une des compétences de Zetsu qui peut émerger de n'importe quel endroit comme un arbre et ça lui permettait d'espionner le monde shinobi. D'ailleurs, si on analyse bien, chaque Shinju a une capacité spéciale. Mamushi est le seul à percevoir Aida et à détecter sa présence lorsqu'elle les surveille avec le Senrigan. Et Matsuri peut écouter les voix des arbres, ce qui voudrait dire que les autres Shinju comme Ryu auraient aussi un pouvoir unique. Matsuri semble avoir un pouvoir de détection. Elle devinera bientôt notre présence. Ce n'est qu'une question de temps. Yodo arrive à écouter la conversation des Shinju. Je rappelle qu'elle a un pouvoir qui lui permet de détecter les battements de cœur et les schémas respiratoires d'une personne, afin de déterminer son état émotionnel. Et elle peut même anticiper les mouvements adverses. Mais bref, là elle va utiliser cette capacité pour prévenir Konohamaru que s'ils n'agissent pas au plus tôt, Matsuri va les détecter et ils seront en position de faiblesse. Mais Konohamaru en est conscient. Il avait déjà reçu des directives d'agir avant de se faire détecter. Et donc, c'est là qu'il passe à l'action. Mais avant ça, Konohamaru sent que Sarada est ailleurs et lui demande de se concentrer. Yodo, quant à elle, va dire qu'elle va tout faire pour récupérer la Togedama de Ryu afin de sauver Shinki. Mais son coéquipier Araya lui demande de ne pas faire n'importe quoi. Arrête de jouer au protecteur. Je ferai tout. Je ferai n'importe quoi si ça peut le sauver. Et si tu continues, je vais te faire taire. Les amis, on assiste à une dispute gênante entre Yodo et Araya. Et je rappelle bien sûr que pour moi, ce sont des ninjas de seconde zone. Je fais confiance à mes amis Shinju pour les tuer. Ça fera deux personnages Osef et Naz en moins. Mais bon, plus sérieusement, Konohamaru va les remettre à leur place. Et Yodo le rassure en précisant que ça n'aura aucune incidence sur la mission. Mais on sait tous que c'est faux. Ils feront des choix irrationnels basés sur leurs émotions au lieu de rester lucides. Et les amis, cette instabilité va tout faire foirer. Parce que si on résume la situation, on a Sarada qui est ailleurs, Yodo trop émotionnel, Araya lui il est nul, et Konohamaru est pas super confiant comme on va le voir plus tard. En fait, mis à part Mitsuki qui est le seul à être prêt à tout pour réussir la mission, les amis ça craint pour le reste de l'équipe. Et je le dis et je le redis, il ne faut jamais compter sur un ninja Tsuna. C'est une règle. Hors Gaara, tous les autres sont des incapables. Ah oui, sinon l'info Osef du jour. D'après la réaction de Yodo, on peut déduire qu'elle a peut-être des sentiments pour Shinki. Surtout lorsqu'on voit à quel point elle était bouleversée lorsqu'il s'est fait capturer. Mais bref, ce qui est important c'est la réaction de Sarada, qui va écouter la dispute entre Yodo et Araya. Et en quelque sorte, ça va la réconforter dans sa vision, qui est de tout faire pour venir en aide à Boruto. Elle ne doit pas prendre en compte les remarques de Sumire, et elle doit continuer de suivre son cœur. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Le plan commence. Konohamaru, Sarada et Mitsuki apparaissent devant Ryu et Matsuri. Ils font genre qu'ils ne connaissent pas leur identité, et se présentent comme des shinobi de Konoha, disant que leur objectif est le même. Ils cherchent eux aussi, comme les Shinju, à éliminer le traître Boruto. On va voir Matsuri qui va rougir en voyant Konohamaru. Elle va se sentir bizarre, et n'arrivera même pas à lui adresser la parole. Et en fait, elle est en train de ressentir le sentiment d'amour. Ce qui est nouveau chez les Shinju, parce que je le rappelle, ils sont comme des nouveau-nés. Du coup, c'est la première fois qu'elle expérimente ce sentiment. Et donc, les amis, ça confirme ma théorie. Moegi est amoureuse de Konohamaru, et la réaction de Matsuri le confirme. Et c'est pour ça que Kashin Koji a décidé d'envoyer Konohamaru dans cette mission, parce qu'il savait que Matsuri allait avoir cette réaction. Et du coup, elle allait baisser sa garde contre lui. Ah oui, sinon, faut parler de Konohamaru et son harem dans Boruto ou on se permet pas. Parce que le mec, il a une histoire avec Lemon dans un filler. Hanabi avait l'air proche de lui. Et là, on apprend que Moegi, elle aussi, est sur ses côtes. Non, franchement, les amis, c'est fort. C'est pas le disciple du grand Naruto Uzumaki pour rien. Mais bref, parlons du plus important. C'est-à-dire que ce plan cache un secret d'une grande fourberie. Le plan diabolique du 8e Hokage Shikamaru, le génie ultime. Écoute-moi bien, Konohamaru. Il ne s'agit pas simplement de vaincre les Shinju humains. Le plus important est de récupérer les Togedama, les âmes épines. Shikamaru avait expliqué à Konohamaru que pour sauver les personnes prisonnières dans des arbres, il fallait d'abord vaincre un Shinju, comme c'était le cas avec Kawaki qui a explosé Hidari. Mais ensuite, ça génère une Togedama, avec laquelle on peut sauver le corps original.
originelle. Et donc là l'objectif est de vaincre Ryu et Matsuri pour sauver Shinki et Moegi, mais dans le cas échéant, c'est-à-dire s'ils arrivent à vaincre Shinju, mais n'arrivent pas à récupérer sa Togedama, exactement comme c'est arrivé avec Hidari, où Jura est celui qui a récupéré son âme épine. On se retrouve avec le Shinju qui ressuscite. Mais bref, là où ça devient intéressant, c'est que Konohamaru se questionne sur la source d'information de Shikamaru. Comment est-ce qu'il peut détenir une info aussi précise? Ça dépasse largement ce que Boruto a dit lors de l'interrogatoire. Et je rappelle que lorsque Shikamaru a donné le code à Mitsuki pour sauver Boruto, Konohamaru a été le seul à comprendre qu'il y avait un traître parmi eux. En effet, il s'est dit qu'il y a sûrement quelqu'un qui a manigancé quelque chose pour sauver Boruto. Et logiquement, il suspecte Shikamaru aussi, étant donné que c'est l'un des seuls à connaître le code. Mais Shikamaru lui dit que sa source d'information est top secrète. Et étant l'Hokage, c'est à lui de donner les ordres. Et c'est là qu'on arrive au plan diabolique de Shikamaru. Déjà, il faut comprendre que les Shinju humains ne sont pas forcément mauvais comme c'était le cas pour Jigen ou de Momoshiki. Il s'agit d'entités qui ne sont pas mal par essence. Ils suivent juste leur instinct qui les pousse à dévorer leur cible. Et donc, du point de vue de Shikamaru, il juge que ce sont comme des jeunes bêtes féroces qui viennent de naître. Ils n'ont pas de mauvaises intentions. Par contre, ça reste une grande menace pour l'humanité, car en suivant leur instinct, ils pourraient causer la destruction de la planète. Et donc, les amis, écoutez bien ce que dit Shikamaru. Konohamaru sympathise avec eux, apprivoise-les, pendant qu'ils sont encore jeunes et innocents, puis trahis-les. Les amis, on est devant un plan machiavélique de notre cher Shikamaru Nara. Et c'est là que je reconnais mon petit Shikamaru, le stratège sans pitié. On peut dire que Tobirama serait fier de lui. Et les amis, encore une fois, je demande des excuses solennelles envers Shikamaru, le 8e Hokage, car vous êtes beaucoup moqué de lui dans tout le vortex, en disant que c'était un mauvais choix, un mauvais Hokage, un mauvais perso. Mais là, il démontre que c'est l'un des meilleurs persos à l'heure actuelle. Shikamaru est de retour à son prime. Il est calme, réfléchi et rusé. Il fait des manigances. Il trempe son propre village pour protéger les siens. Et là, il n'hésite pas à utiliser des méthodes radicales. Franchement, je n'aurais pas dit non à un retour de Kakashi en tant que nouvel Hokage. Mais finalement, lorsqu'on voit la situation actuelle, Ikemoto et Kishimoto avaient raison. Shikamaru est le meilleur choix pour ce rôle. Naruto ne choisirait pas une telle stratégie. Mais moi, je suis différent. Pour la survie de l'humanité, je propose cette stratégie. Les amis, on est devant du très lourd. Et je kiffe la comparaison entre la vision d'Hokage de Naruto et de Shikamaru. Parce que Naruto agissait toujours avec sa bonté, mais se basait beaucoup trop sur ses émotions pour prendre ses décisions. Mais Shikamaru, lui, il est différent. Il se base 100% sur la logique. Il est pragmatique. Et c'est bon, pour moi, c'est confirmé. Shikamaru est un anti-héros. Parce que pour atteindre un bon objectif, il est prêt à tout, même si ça nécessite passer par de mauvaises méthodes. Par contre, bien sûr, tout plan a ses défauts. Et voici, pour moi, le grand défaut du plan de Shikamaru. C'est que si ça foire, ça peut faire empirer la situation de ouf. C'est un plan très risqué. Parce que les Shinju sont comme des nouveau-nés. Ils ne connaissent pas les concepts comme la trahison et la douleur que ça procure. Et donc là, s'ils échouent à les tuer, ça va nourrir leur conscience avec de la douleur et du chagrin. Par exemple, pour Matsuri, son amour va se transformer en haine. Elle va devenir totalement instable. Et donc, les Shinju qui sont actuellement ni bons ni mauvais vont devenir malveillants envers les humains. Ils ont une raison valable pour se déchaîner. Et ils deviendront totalement incontrôlables. Ta résolution a vacillé. Si tu les considères vraiment comme des ennemis, tu dois être impitoyable. Oblige-les à baisser la garde. Et ensuite, tue-les. Les amis, notre ami Shikamaru est là pour abattre l'ennemi. Il veut exploiter les sentiments des Shinju, les manipuler, les trahir pour ensuite les éliminer. Par contre, Konohamaru comme Naruto a un fond trop bon. Et du coup, cette stratégie fourbe le perturbe. Bref, là on retourne sur le présent. Le plan commence. Konohamaru se présente envers Matsuri et Ryu qui frontent d'eux-mêmes. Et direct, il exécute le plan. En commençant par les rassurer en leur disant qu'ils ont un objectif commun, qui est de traquer Boruto. Mais bien sûr, c'est un mensonge juste pour les piéger. Et pour les éliminer plus facilement, ils vont séparer les deux Shinju. Sarada et Matsuri vont attirer Ryu ailleurs, en lui disant qu'ils ont trouvé une piste qui pourrait mener à Boruto. Et Konohamaru, lui, va s'occuper de Matsuri, qui continue de rougir et être perturbée par ses sentiments. Et le fait qu'elle ne comprenne pas ce que représente ce sentiment d'amour. Elle est actuellement dans un état de confusion. Et du coup, le plan, c'est que Konohamaru utilise ça à son avantage pour l'éliminer. Vous êtes des gens bien, les ninjas de Konoha. Jura, notre boss, vous respecte énormément. En fait, de base, Ryu comptait éliminer n'importe quel ninja qu'il croisait. Mais grâce au plan de Shikamaru et ce que lui avait dit Jura, Ryu décide de faire confiance à la Team 7. Bien sûr, on aura la suite du plan dans le prochain chapitre. Mais sachez que pour moi, Ryu, contrairement à Matsuri, ne va pas se faire avoir aussi facilement. Parce que lui, il n'est pas troublé. Il n'est pas en état de choc ou de confusion comparé à Matsuri. Il est naïf, oui, mais il reste lucide. En tout cas, franchement, même si on s'attendait à du fight, finalement, j'aime bien qu'on assiste à ce genre de mission, qui est basée sur la stratégie et la psychologie. Et surtout que c'est une mission où tu dois faire le sale boulot. Et à l'époque, c'était Longbook qui s'en occupait. Mais là, on voit nos propres protagonistes faire ce genre de mission. Et on parle bien d'une mission où il y a de l'infiltration, où tu dois amadouer ta cible, la manipuler, la trahir pour ensuite la tuer.
tuer. Mais bref, il est temps de parler de notre cher personnage principal. La mort de Boruto révélée par Kashin Koji. Eida, je veux savoir ce qui se passe à Sunan. Peux-tu examiner la situation tout de suite? Shikamaru demande à Eida d'utiliser son Senrigan afin d'avoir une vision sur le combat psychologique entre la Team 7 et les Shinju. Mais Eida va avoir peur que Mamushi puisse sentir sa présence. Par contre, Kashin Koji via son crapaud va la rassurer en lui disant que le Shinju de Bug est resté dans le repère des Shinju. On n'a pas la suite de la conversation. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est le duo très stylé de Kashin Koji et Boruto. Que va-t-il se passer ensuite? Quelle est la probabilité qu'ils échouent? Boruto n'a pas une confiance totale au plan de Kashin Koji, mais ce dernier le rassure en lui disant que la probabilité qu'ils échouent n'est pas très élevée. En fait, pour comprendre Kashin Koji, avec son pouvoir divin, le Jippo les 10 directions. On est d'accord, j'ai déjà expliqué, il voit tous les futurs possibles. Dans le cas de la situation actuelle à Sunan, par exemple, sur 100 futurs, il y en a 95 où ça se passe bien, vu que la probabilité que ça réussisse est très élevée. Avec comme futur idéal, Sarada et Mitsuki qui éliminent Ryu, puis partent aider Konohamaru pour tuer Matsuri ensemble. Mais les amis, ce n'est pas sûr que ça réussisse à 100%. Ce qui veut dire qu'il y a des futurs où la situation va empirer, et donc la Team 7 va échouer. Ce qui peut mener à la mort de Konohamaru, la Team 7 ou les membres de Sunan. Bien sûr, les membres de Sunan, je m'en fiche totalement. Mais bref, c'est ça qui inquiète Boruto. Il est totalement conscient que n'importe quelle erreur peut mener à la mort de l'un de ses proches. Et il va se montrer très froid envers Kashin Koji. Ne réponds pas à côté. Je te demande quelle est la probabilité d'échec. Mais Kashin Koji va être lui aussi catégorique. Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas bouger Boruto. Si tu te joins au combat, Jura va venir et cette fois tu seras tué. Les amis, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai pris un exemple avec 95% de chances de réussite. Mais là les amis, on est dans un cas différent. Dans le futur où Boruto tente d'aider Sarada et la Team 7, il y a une probabilité de 100% que Jura intervienne et le tue. Il n'a aucune chance de survivre. Mais Kashin Koji tient à ne pas perdre Boruto, parce qu'il a sûrement vu que dans le bon futur, le futur où la Terre n'est pas détruite, Boruto a un rôle crucial. Et le perdre maintenant signifie que forcément on va atterrir par exemple dans le futur où Jura va détruire la planète. Mais les amis, moi je connais mon petit Kishimoto. Je sais qu'il va pas respecter cette règle. Pour pimenter la situation, il va faire en sorte que Boruto intervienne. Et là les amis, la tension sera à son paroxysme, parce que Jura va intervenir et Boruto va sûrement mourir. Mais bien sûr c'est le protagoniste, il ne peut pas mourir à ce moment-là. Et donc pour changer son destin funeste, je pense qu'il faudra qu'une singularité du destin intervienne aussi. C'est-à-dire Kashin Koji, Eida, ou peut-être même une autre singularité qu'on découvrira plus tard. Par contre les amis, vous comprenez que Boruto et Kashin Koji sont très loin d'avoir la même relation que Naruto et Jiraiya. Ils sont plus complices, voire associés qu'autre chose. Alors que le lien entre Naruto et Jiraiya était bien plus qu'une relation entre maître et élève. C'était comme un grand-père pour lui. Je rappelle même que le nom de Naruto a été donné par Jiraiya. C'était comme un membre de sa famille. Mais entre Boruto et Kashin Koji, ce n'est pas pareil. Kashin Koji utilise Boruto pour atteindre le bon futur qu'il a vu. Et Boruto utilise aussi Kashin Koji pour lui soutirer des informations. Surtout que j'en suis sûr et certain. Kashin Koji cache des vérités à Boruto. Et sur une partie du futur qu'il a vu. En fait, du point de vue de Kashin Koji, il n'est pas contre du tout de sacrifier une personne chère à Boruto, si jamais ça nous mène à un bon futur. Tandis que Boruto, lui, serait contre à 100% de sacrifier ses proches, voire même les mettre en danger. C'est tout ça qui fait qu'il y a de la tension permanente entre eux. Kashin Koji sait que pour arriver à un bon futur, il faudra des sacrifices. Et il cache ça à Boruto. Et du coup, il utilise Boruto comme une pièce dans une partie d'échecs que seul lui connaît l'issue. Mais notre protagoniste n'est pas dupe. Il est toujours vigilant et reste sur ses gardes. On reconnaît bien là le disciple du légendaire Hokage de l'Ambre, Sasuke Uchiwa. Il lui a appris à ne jamais donner sa confiance à 100%. Et les amis, dites merci au grand Sasuke Uchiwa. Oui, je le dis à tous ces haters. Le Boruto qu'on voit aujourd'hui, le Boruto qui est devenu un personnage exceptionnel, c'est aussi et surtout grâce à Sasuke. Kawaki Uzumaki dévoile sa nouvelle puissance cachée. Intrus repéré, correspondance de chakra trouvée. C'est le Shinju humain Jura. Il est actuellement dans une librairie. L'équipe sensorielle prévient Shikamaru que Jura vient tranquillement d'entrer dans une librairie. Mais Shikamaru applique les directives de Kashin Koji, qui est de ne pas provoquer Jura et de le traiter comme un client ordinaire. Parce qu'il ne faut surtout pas l'attaquer, car si Jura se met à fond, ça sera la fin pour tout le monde. Bref, Jura va acheter tranquillement des livres. Mais les amis, ce qui me tue, c'est que Jura ne vole pas des livres, mais il vole de l'argent pour payer des bouquins, avec du fric volé. Bref, ça revient au même, mais bon, Jura n'a pas l'air de le comprendre. En tout cas, j'aime bien la tournure des événements. C'est très unique comme situation, et moi perso, j'ai hâte de voir la suite. J'ai pas mal de choses à te dire, mais pour l'instant, tu vas d'abord libérer ma force. Kawaki entre en action. Il s'attaque à Amado et le menace pour qu'il lui enlève ses limiteurs. En fait, je rappelle que grâce à Boruto, Kawaki sait qu'Amado a limité sa puissance, comme il avait fait avec Code par le passé. Et donc, là
là les amis, on va voir le power-up du fils adoptif de Naruto, Kawaki Uzumaki, qui va devenir l'apôtre de la destruction. Ah oui, par contre, Amado savait Kawaki allait venir le voir, parce que je le rappelle encore une fois qu'il a trafiqué le corps de Kawaki, afin qu'il puisse l'espionner à tout moment. Bref, les amis, voilà pour ce chapitre. Encore désolé pour le retard. Et je vous promets, à partir de maintenant, je vais essayer de sortir la review mensuelle au plus tôt. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais essayer de faire, durant cette année 2025, 1 à 2 vidéos par mois sur cette chaîne. Et si j'ai le temps, je vais aussi essayer de faire 1 à 2 sur la chaîne secondaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine review qui va sortir bientôt. Et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.